Le 21 juillet 1997, un couple a disparu sans laisser de traces depuis une maison de location située sur les plages de Kill Devil Hills, en Caroline du Nord. Leurs valises étaient encore dans la chambre, la voiture dans l'allée, la douche ouverte. Personne à l'intérieur. Pendant 27 ans, aucune réponse. Jusqu'en 2024, lorsqu'une nouvelle propriétaire a brisé un mur dans la salle de bain et a découvert quelque chose qui n'aurait jamais dû être caché. La dernière personne à avoir vu Teresa et Daniel Langden vivants était une jeune femme de 17 ans chargée du ménage. Elle se souvenait seulement qu'il faisait chaud, lourd, orageux. À 10h01, elle avait frappé, attendu 5 minutes, puis ouvert la porte. Tout semblait normal. Climatisation en marche, livre ouvert sur la table, lit défait d'un côté. Le couple avait payé en espèces, location de dernière minute. Pourtant, il n'y avait personne. Dans la salle de bain, 2 brosses à dents, un verre de vin au sol, les serviettes encore humides sur le porche. Rien ne manquait, à part un miroir. Arraché du mur, vit toujours en place. Les autorités avaient évoqué un cambriolage. Mais bijoux, argent, cartes, tout était là. La maison a été remise en location l'année suivante. Peinture fraîche, réparation, prix réduit. Mais certains locataires partaient au plus tôt. Une femme disait entendre des voix dans les conduits. Un enfant refusait de dormir dans la chambre principale. Il disait qu'une fille l'observait depuis le miroir. Mars 2024. Julia Hall, 34 ans, restauratrice de meubles, achète la maison avec son compagnon Peter. 2 semaines après leur installation, en nettoyant la douche, elle sent une anomalie derrière un carreau. En appuyant, elle perçoit un creux. Elle appelle Peter. À l'aide d'un tournevis, ils enlèvent les carreaux, 2 couches de plâtre, un panneau de bois humide. Derrière, un espace étroit, enfermé entre les murs. Julia éclaire avec son téléphone. Des lambeaux de tissu, un chemisier bleu poussiéreux, usé par le temps. Puis des traces, des griffures profondes, des marques de doigts, du sang. Enfin, un bracelet. Fin, en argent. 3 pendentifs, une étoile de mer, une sandale, un cœur gravé de lettres. TL. Julia murmure. Ce n'était pas un espace de rangement. Peter blême, souffle. Quelqu'un était là-dedans. 2 heures plus tard, la maison était encerclée par les lumières bleues. Le détective Ruben Rivera se tenait dans la salle de bain, observant en silence le vide derrière le mur. L'enquête, longtemps gelée, venait de se rouvrir. Il était grand, large d'épaules, avec de longs cheveux gris attachés en une petite queue de cheval. Ses yeux étaient mi-clos, mais vifs, et il parlait avec la précision tranquille d'un homme qui ne gaspille jamais ses mots. L'affaire Langden, dit-il, presque pour lui-même. Julia, encore vêtue d'un jean taché de peinture et d'un sweat à capuche, se tenait dans l'embrasure de la porte. Quelle affaire? Rivera se tourna vers elle. Teresa et Daniel Langden, disparus ici en 1997, touristes de Richmond, Virginie. Le propriétaire a signalé leur absence après qu'ils ne se sont pas présentés au départ. Voiture toujours là, douche en marche, vêtements dans l'armoire. Qu'est-ce qui leur est arrivé? Demanda Julia. C'est bien le problème. Aucun signe de lutte, pas d'effraction, juste disparu. Elle sentit un frisson la traverser. Et cet espace derrière le mur, Rivera sortit un petit sac en plastique de sa veste. À l'intérieur, un bracelet à breloques. Ses initiales étaient Teresa Langden. Elle portait ce bracelet la nuit de leur disparition. Peter apparut derrière Julia, le visage pâle. Et maintenant? Rivera jeta un œil à l'ouverture dans le mur. Maintenant, on creuse. Si l'espace est intact et que ce sang leur appartient, cette maison devient une scène de crime. Il ordonna aux techniciens de sonder les murs adjacents. Si une cache avait été créée, il pouvait y en avoir d'autres. À la tombée de la nuit, la maison fut bouclée. Julia et Peter, debout sur les dunes, regardèrent les gyrophares s'éteindre. L'air portait l'odeur du sel et autre chose, le goût métallique du sang ancien. Peter passa un bras autour d'elle. « Ça va ?» Ce carreau cachait un secret depuis presque 30 ans, répondit-elle. Quel genre de secret? Elle pensa au bracelet, aux griffures, à la chemise arrachée. Ce n'était pas un accident, c'était prémédité. Quelqu'un les avait piégés, peut-être même observés. 3 mai 2024.
Julia se tenait derrière la barrière policière. Sa maison ne lui appartenait plus. Des techniciens installaient des trépieds, déroulaient des câbles, scannaient les murs. Le nom Unité des affaires non résolues, comté de Currituck, était inscrit sur la camionnette. Rivera s'approche, un thermos à la main. Vous êtes sûr de vouloir rester? On en a pour toute la journée. Je veux savoir ce que vous trouverez. Vous êtes d'ici? Chapel Hill. On a acheté cette maison pour la rénover, la mettre sur Airbnb cet été. On pensait que ce serait un projet sympa. Rivera hocha la tête. Sacré accueil. Le vide derrière le mur était plus grand que prévu. En dégageant l'isolant et les panneaux humides, ils révélèrent une cavité de plus d'1 mètre de profondeur courant le long du mur de la salle de bain. Outre la chemise et le bracelet, l'équipe trouva 2 longs cheveux bruns coincés dans une toile d'araignée, un peigne rose cassé, une sandale d'enfant à motif coquillage, et surtout, de profondes griffures humaines. Un technicien frappa doucement un mur. Le son résonne. Il pourrait y avoir une autre cavité derrière. Un radar portatif confirma une forme verticale, étroite, derrière le mur gauche. Métal détecté à l'intérieur. Rivera demanda une microcaméra. Ils percèrent un trou et y glissèrent de la fibre optique. L'image s'afficha sur la tablette. Un miroir monté face à un espace insonorisé. Papier peint rose, bordures abîmées, petits matelas, peluches alignées. Une chambre d'enfant cachée dans le mur. Ça ne figure sur aucun plan, souffla Julia. On va démonter le mur section par section. Tout devient preuve. Vous allez devoir quitter la maison, Madame Carmichael. On vous relogera. C'est bien une chambre d'enfant? Rivera hocha lentement la tête. Oui. Et on est toujours sur l'affaire Langdon. Mais ce qu'on a trouvé pourrait aller bien au-delà. Au commissariat, Rivera déposa le dossier Langdon sur la table. Trop mince. 2 personnes disparues. Pas de corps, pas de sang. Juste quelques témoignages et bizarreries. Valise intacte, douche ouverte depuis au moins 8 heures. Une forte odeur de javel près de la bonde, mais aucune trace chimique conservée. Rivera tourna la page du dossier jusqu'à l'interrogatoire de la femme de ménage, Delilah Boone. C'est elle qui avait découvert la scène en 1997. Le rapport indiquait qu'elle était troublée par un silence étrange. Elle disait avoir entendu une sorte de chant venant de derrière un mur, mais personne ne l'avait cru. L'observation avait été notée comme une réaction auditive au stress. Rivera griffonna une note. Recontacter Delilah Boone, réévaluer la crédibilité. Puis il lut le dernier objet de l'inventaire. Objet 24, journal des invités. Entrée datée du 16 août 1997. Les orages arrivent. On va peut-être rester quelques jours de plus. Danny a dit, ce lieu est trop silencieux. Ce soir-là, Julia et Peter étaient dans une chambre de motel, à 3 pâtés de maison de la maison. Ils parlaient peu. Julia avait téléchargé l'avis de disparition de 1997 et fixé la photo de Daniel et Teresa Langdon. Un couple souriant, insouciant, tenant des glaces. Le genre de gens qui laissent des cartes postales, pas des mystères non résolus. Elle zooma sur le poignet de Teresa. Le bracelet était là, les mêmes breloques, les mêmes initiales. Peter regarda par-dessus son épaule. « C'est bien celui-là. » Elle hocha la tête. Il hésita puis murmura. « Tu crois qu'elle est morte dans ce mur ?» Julia ne répondit pas. Pas tout de suite. Puis à voix basse. « Je crois qu'elle n'était pas seule. » 4 mai 2024. Kill Devil Hills, Caroline du Nord. Delilah Boone n'avait plus nettoyé de maison depuis 15 ans, mais elle se souvenait parfaitement de la location des Langdon. Rivera la retrouva dans une résidence pour seniors à Kitty Hawk. Appartement 2B, vue sur le marais. Elle était petite, affaiblie par l'âge, mais son regard restait vif. « Vous êtes là pour la shower house », dit-elle en s'asseyant. « Pardon ?» répondit Rivera. « C'est comme ça qu'on l'appelait. Parce que la douche ne s'arrêtait jamais. Le jour où j'ai trouvé les affaires du couple, l'eau coulait toujours, comme si quelqu'un l'attendait. » Rivera ouvrit son carnet. C'était le 18 août 1997, un lundi. Je nettoyais toujours le lundi après les départs du week-end. Mais ce jour-là, quelque chose clochait. Delilah travaillait depuis 12 ans pour l'agence locale. Elle remarquait les détails. Sable sur le paillasson,
café rassis dans la cafetière, sac poubelle mal noué. Ils devaient partir le dimanche. Quand la clé n'a pas été rendue, j'ai supposé qu'ils l'avaient laissée à l'intérieur. Leur Ford Taurus, plaque de Virginie, était toujours là. Elle ouvrit la porte avec son passe. Et là, elle sut. Il n'était plus là, et c'était trop silencieux. Rivera demanda ce qui lui avait donné cette certitude. Elle répondit simplement. La clim était coupée, la radio éteinte, mais la douche coulait depuis des heures. Toute la pièce sentait la vapeur et la javel. Quelqu'un avait tenté de nettoyer. Pas de sang, pas de désordre. Mais les flacons de shampoing étaient tombés, une serviette tordue, comme si on l'avait serré dans un moment de panique. Et le miroir? Je l'ai nettoyé 3 fois, mais il restait des traces, comme si quelqu'un avait pressé son front et ses mains dessus. Rivera nota les détails. Elle ajouta. J'ai entendu de la musique, faible, comme une boîte à musique, derrière le mur. Elle avait tout raconté à l'époque. Mais le député Lane, aujourd'hui retraité, avait classé l'affaire. Pas de preuve de violence, un jeune couple probablement envolé. Ça arrive souvent, lui avait-il dit. Mais pas comme ça, murmura Delilah. On ne laisse pas tout derrière, pas sans raison. Rivera hocha lentement la tête. Vous vous souvenez d'autre chose? Un détail dans la maison? Elle hésita, puis, le mur de la salle de bain. Il sonnait creux quand je l'ai frotté. Vous l'avez dit à l'officier? Oui. Il m'a répondu que c'était sûrement une mauvaise isolation. L'après-midi, Rivera était à nouveau dans la maison. La salle de bain n'était plus qu'un squelette de bois, de tuyaux et de câbles. Les panneaux avaient été enlevés, les traces photographiées. Le chambre cachée, avec le miroir et le matelas d'enfant, avait été entièrement exploré. Une équipe du FBI passait au peigne fin l'endroit. Ce n'est pas un travail amateur, déclara un profiler. Celui qui a construit ça avait des moyens, du temps et des compétences en structure. Rivera s'agenouilla et caressa les griffures au sol avec ses gants. Profondes, répétées, des ongles cassés étaient encore enfoncés dans le bois. Elle essayait de s'échapper, murmura-t-il. Il se redressa. On a les résultats ADN du bracelet? Un technicien hocha la tête. La vérité n'était plus très loin. 5 mai 2024. Comté de Currituck, Caroline du Nord. Résultat positif, confirma le technicien. ADN mitochondrial correspondant à la lignée maternelle de Teresa Langden. Et Daniel? Demanda Rivera. Aucune trace de lui pour le moment. Plus tard dans la soirée, Julia retourna brièvement à la maison, escortée par la police, pour récupérer quelques effets personnels. Son ordinateur, une bague ayant appartenu à sa grand-mère et des documents dans la chambre d'amis. La maison lui parut méconnaissable, dépouillée de ses murs et de ses carreaux. On aurait dit une carcasse à vif. « Vous avez trouvé autre chose ?» demanda-t-elle en passant près de la salle de bain. Rivera hésita. 2 brosses à dents, du sang sous celle de Teresa, peut-être un saignement de gencive, ou autre chose. Elle hocha lentement la tête. « Vous avez déjà eu l'impression qu'une maison voulait vous dire quelque chose ?» Rivera esquissa un sourire. « Je pense que celle-ci hurlait depuis des décennies. » Ce soir-là, Rivera consulta un vieux microfilm aux archives. Il tomba sur le contrat de location original des Langden, du 10 au 17 août 1997. Mais un ajout griffonné au crayon l'interpella. Prolongé de 3 jours, payé en liquide, confirmé par appel PM. Pas de signature, juste un numéro de téléphone, celui d'une cabine située devant le Blue Bucket Motel, rasé en 2004. Quelqu'un avait prolongé leur séjour après leur disparition. Le lendemain matin, Rivera téléphona aux archives. Quelqu'un travaillait-il au Blue Bucket dans les années 90? Quelques minutes plus tard, une réponse. Béatracine Morton, femme de ménage à l'époque, vivait désormais à Monteo. Quand Rivera frappa à sa porte, elle se souvenait encore du client de la cabine téléphonique. Grand, toujours le même coupe-vent, dos tourné à la réception. Il se faisait appeler Monsieur Kendall. C'était son vrai nom? Je ne crois pas. Une fois, il est venu avec une petite fille, muette, avec une poupée sans visage. Elle feuilleta un vieux registre. Le 17 août 1997, chambre 9, payé en espèces. Non utilisé, Gerald Stone. Mais je suis sûr que c'était lui. Même voix, même sourire bizarre. Rivera fronça les sourcils.
C'est le jour où les Langdon devaient quitter la maison. De retour au poste, Julia s'assit face à Rivera. Elle avait accepté un nouvel entretien. Il lui montra les photos du vide sanitaire, le bracelet, les griffures, le peigne brisé. Elle resta silencieuse puis avoua. Il y a quelque chose que je ne vous ai pas dit. Une semaine avant les découvertes, en démontant les placards, elle avait trouvé une pile de brochures anciennes. L'une d'elles, pliée différemment, contenait des mots manuscrits. Il dit que je ne peux pas partir. Il m'observe derrière le miroir. Vous l'avez gardé demanda Rivera. Elle sortit une enveloppe. La brochure datait de 1997. À l'intérieur, une autre note tremblait. J'ai entendu quelqu'un respirer dans le mur cette nuit. Rivera fit une pause, puis dit « C'est Teresa. L'écriture correspond à sa signature retrouvée dans les archives du permis de conduire. » Julia, bouleversée, alors elle était peut-être encore vivante. Après leur disparition officielle, Rivera hocha la tête, puis sortit une nouvelle photo. Et elle n'a pas pu s'échapper, parce que quelqu'un l'en a empêchée. Il lui montra une image, un châssis de porte, caché sous l'isolation, et au sol, des boulons métalliques ancrés dans le béton. Des entraves, dit-il doucement. Celui qui a construit cette pièce n'a jamais prévu de la laisser sortir. Cette révélation déclencha une enquête complète sur l'agence de location qui gérait la maison dans les années 90. La plupart des employés avaient disparu, sauf un nom, Gregory Kell, gestionnaire en 1996 à 1998. Il avait réservé les Langdon, déposé le signalement de leur disparition, puis s'était volatilisé. Aucune adresse, aucun impôt déclaré après 2001. Rivera retrouva une vieille photo de personnel. En la comparant à la signature Gerald Stone du motel, le doute n'était plus permis. Gregory Kell était Mr. Kendall. Jour 5. Les enquêteurs découvrirent une troisième pièce secrète, un compartiment étroit derrière la salle de bain des invités, coincé près du chauffe-eau. À l'intérieur, une caméra rouillée, un tabouret pliant, une boîte de cassettes VHS non étiquetée et une photo en noir et blanc, recourbée sur les bords. Rivera leva lentement la photo vers la lumière. Un autre pan du cauchemar s'apprêtait à émerger. La photo montrait Teresa Langdon assise sur un matelas dans la pièce cachée, les poignets attachés, les yeux écarquillés. Derrière elle, reflété dans le miroir, un homme en veste sombre tenait une caméra. Le visage était net, reconnaissable. Même mâchoire anguleuse, même front dégarni que sur la fiche du personnel. C'était Gregory Kell. Ce soir-là, Julia se tenait seule sur la terrasse arrière, regardant les vagues s'écraser sur le rivage. La maison, sa maison, brillait derrière elle, éventrée, comme un corps ouvert pour autopsie. Elle ferma les yeux. Elle tenta d'imaginer Teresa et Daniel, venus chercher le calme, et trouvés par quelque chose dans les murs. 6 mai 2024. Labo de criminalistique, comté de Currituck. Le journal était humide, gondolé, mais lisible. Il avait été retrouvé dans un sac plastique, caché sous l'isolant du grenier. À l'intérieur, un petit carnet fleuri, daté soigneusement. Teresa Lynn Langdon, ou 1997, location Kill Devil Hills, notre lune de miel en quelque sorte. Rivera lut 3 fois. Premier passage, professionnel. Deuxième, horrifié. Troisième, il dut sortir prendre l'air. 11 août 1997. Daniel m'a préparé du café. On a marché pieds et nus sur la plage, ri en regardant les crabes. On avait besoin de ça. L'année a été dure. Cet endroit est beau, calme, peut-être trop calme. 13 août 1997. Orage en approche. J'adore ça. On dirait qu'on est seul au monde. Danny dit que le bruit de la clim l'empêche de dormir. Il a essayé de la débrancher, mais elle est encastrée. La lumière de la salle de bain vacille. J'ai cru voir une ombre derrière le miroir. 14 août 1997. Quelque chose ne va pas. J'ai entendu une berceuse cette nuit. Danny dormait. Dans la salle de bain, le miroir était embué, sauf une empreinte de main, trop petite pour être la sienne. J'ai demandé. Il dit que j'ai rêvé. Je sais que non. 15 août 1997. Danny est bizarre. Je l'ai surpris devant le miroir, il murmurait. Il dit qu'il écoutait. Il ne mange plus, ne dort plus. Ce matin, j'ai voulu sortir marcher.
La porte était verrouillée de l'extérieur. Il jure que ce n'est pas lui. Qui alors? 16 août 1997. Il a disparu. Le lit vide. Ses affaires sont là. Chaussures, portefeuille. J'ai fouillé toute la maison. J'ai cru l'entendre dans la douche. Mais l'eau était glacée. Il n'y avait personne. Juste le miroir. Je crois qu'il y a quelque chose dedans. Rivera tendit le carnet à Julia. C'est bien elle, dit-il. Écriture confirmée. Résidu d'empreinte intact. C'est authentique. Julia lut, les traits tendus. Ce ne sont pas des délires. Elle était observée. Rivera sortit une seconde photo, celle du miroir à double face, désormais extrait du mur. Un miroir d'observation, standard, comme dans les salles d'interrogatoire, installé de l'intérieur. Julia blêmit. Elle croyait que Danny la surveillait. On pense que ce n'était pas lui. Pas à ce moment-là. Peut-être jamais. Dans une autre enveloppe retrouvée au grenier, les enquêteurs découvrirent 3 polaroids. Un matelas, un plateau repas, sandwich, pommes, bouteille d'eau. Teresa endormie sous une couverture rose, dos tourné. Sur la dernière photo, une inscription au marqueur. Toujours belle, toujours à moi. Plus tard, Rivera rencontra la profileuse du FBI, Dr. Lorna Eck. Comportement organisé, dit-elle. Maîtrise, planification. Probablement un homme de métier ou travaillant dans l'entretien. Pas d'effraction, pas d'armes, juste le contrôle mental et physique. Et Teresa? Les notes suggèrent une captivité prolongée. La confusion dans ses écrits est volontairement induite. Et Danny? Elle ne dit jamais l'avoir revu. 3 hypothèses. 1. Il a fui. 2. Il a été tué. 3e. Il a été manipulé, brisé, comme elle le redoutait. Rivera fixa les murs dénudés. Elle était peut-être à quelques centimètres du monde. Et personne ne savait. Cette nuit-là, Julia ne dormit pas. Dans sa chambre de motel, elle parcourut les archives en ligne. Elle retrouva quelques vieilles coupures. Un couple disparaît d'une location de plage. Mystère à Kill Devil Hills. Mais ce fut un article d'opinion en 1999 qui la glaça. Un certain Gregory Kell, ex-employé de Cape Shore Property, interrogé à l'époque, avait déclaré « Les gens viennent ici pour disparaître. Certains y arrivent mieux que d'autres. » Julia relut la phrase. Ce n'était pas de l'ignorance, c'était une fierté. 7 mai 2024, 2h11 du matin, un clic métallique, puis un souffle ténu. Julia se redressa, alerte. Elle tourna les yeux vers la salle de bain du motel. La grille de ventilation au-dessus de l'évier tremblait. Peter se réveilla. « Qu'est-ce que c'est ?» Elle ne répondit pas. Elle s'approcha pieds nus, se hissa sur le rebord de la baignoire et dévissa la grille avec le dos d'un couteau. Derrière, un vieux magnétophone à cassette, poussiéreux mais intact. Le matin suivant, elle l'apporta à Rivera. Il mit des piles neuves, appuya sur lecture. Un souffle, des pas, puis une voix d'enfant. « Je suis encore là-dedans !» Le sang de Julia se glaça. Rivera augmenta le volume. Le magnétophone grésilla à nouveau. Une voix d'homme suivit, basse, tendue, mais reconnaissable. « Teresa, arrête de crier, ils vont nous entendre !» Julia haleta. « C'était lui ?» Rivera acquiesça. « Daniel Langdon. » La voix continua. « Je t'avais dit de ne pas te débattre. Tu aggraves les choses. Reste dans la chambre de la princesse. Fais ce qu'il dit. » Julia trembla. La chambre de la princesse. Elle l'avait mentionné dans son journal. Rivera glissa vers elle une enveloppe contenant la transcription complète de la cassette. 35 minutes de peur, de pleurs étouffés, de voix brisées. À la 19e minute, l'ambiance s'assombrit. « Il vient la nuit. J'entends les vis tourner. Il nous regarde par la bouche d'aération. Teresa ne mange plus, ne parle plus. Elle s'est éteinte. Il dit qu'on est à les premiers, mais pas les derniers. » Rivera examina l'ancienne bouche d'aération. Elle menait à tout un réseau secret derrière les murs. Ils y trouvèrent 2 autres cassettes, l'une vide, l'autre avec un message en boucle. « Tu appartiens à la maison maintenant. L'extérieur n'existe plus. » La voix était douce, presque apaisante, celle d'un ravisseur se faisant passer pour un protecteur. Au laboratoire, un ancien permis de construction de 1997 refit surface. Projet, extension ventilation, unité 7, signé
GEL. Les annotations manuscrites parlaient d'un système d'observation dissimulé, de mousse insonorisante, d'un espace pour enregistrement derrière la grille. Julia murmura « Ce n'était pas une cachette, c'était une scène ». Plus tard, Julia demanda à revenir dans la maison. Aucun but précis, juste un besoin viscéral. Rivera accepta. Les murs à nu, les sols arrachés, la maison semblait comme un souvenir disséqué. Dans la salle de bain, elle leva les yeux vers l'endroit où se trouvait autrefois le miroir. Il était posé au sol, fendu, et dans un coin, gravé dans le verre. Toujours ici. Elle se détourna, le souffle coupé, car à cet instant, un souffle s'éleva du conduit. 8 mai 2024, Kill Devil Hills. Ils découvrirent un passage secret derrière le mur du garde-manger, dissimulé derrière des couches de peinture florale, juste assez large pour qu'un homme s'y glisse de profil. Au bout, une cloison coulissante menant au vide sanitaire derrière la salle de bain. Rivera observa. Celui qui a construit ça ne voulait pas seulement se cacher, il voulait accéder. À l'intérieur, un plateau pliant, 2 thermos, des barquettes de repas séchés, mais surtout une liste manuscrite accrochée au mur. Repas 1 à 62. À côté de chaque ligne, manger ou refuser. Dernière note en rouge. Elle commence à écouter. Ne m'appelle pas encore papa, mais ça viendra. Analyse des empreintes. Celle de Daniel, près du vide sanitaire. Une autre paire, non identifiée, également retrouvée derrière le miroir. Rivera comprenait. Le ravisseur connaissait la maison comme ses poches. Ce n'était pas un lieu de détention, c'était un système. Tout ici a été conçu pour le contrôle, pas pour la dissimulation. C'est une scène de théâtre, pas un crime ordinaire. Au commissariat, Rivera relut l'ancien procès-verbal. Un détail ignoré à l'époque refaisait sens. Delilah Boone, la gouvernante, avait dit « Le frigo était vide, sauf une barquette en plastique posée bien au centre. On avait pensé à un reste de livraison. Mais le labo, après nouvelle analyse, trouva un fil rose synthétique, identique à ceux du matelas dans la chambre de la princesse. La barquette avait été déplacée depuis la pièce secrète. Plus tard, Rivera interrogea Melanie Sykes, ex-assistante du gestionnaire de l'époque. Il lui montra une vieille photo d'équipe. « C'est Greg Kell. C'est lui qui m'a embauché. Vous le connaissiez bien ?»« Pas vraiment. Il parlait peu. Il bricolait souvent. Un jour, il m'a demandé de livrer une boîte de carreaux à une maison sur Driftwood Lane. Cette maison? Oui, des carreaux roses. Il disait que les invités aimaient les décors fantaisistes. Vous êtes entré? Non, il me faisait toujours laisser les choses sur le perron. Ce soir-là, une équipe cynophile inspecta les fondations de la maison. Près du pilier nord-ouest, l'un des chiens s'immobilisa, le museau tendu vers la terre. Le 9 mai 2024, à Kill Devil Hills, des échantillons de sol furent prélevés près d'un pilier nord-ouest. Un radar détecta un objet de 1,80 m sur 60 cm. À l'aube, les fouilles révélèrent un petit lit d'enfant enveloppé de plastique. À l'intérieur, des ossements, probablement ceux d'une fillette de 5 ou 6 ans, trop petits pour être ceux de Teresa. Rivera se figea. Une autre victime. À l'hôtel, Julia ne trouvait pas le sommeil. Elle repensait au plateau repas. Manger, refuser, manger, refuser. Ce n'était pas de simples repas. C'était une mesure de soumission, de contrôle. Et peut-être que quelqu'un d'autre, un enfant, avait subi le même traitement. Le 9 mai, à Grand Andy, sur l'ancien terrain du Blue Bucket Motel, Rivera consulta les plans d'origine. La chambre 9, là où Kell avait séjourné en 1997 sous le nom de Gerald Stone, comportait un miroir modifié et une caméra cachée au-dessus de la bouche d'aération. Un ancien employé confirma. Cette pièce n'était pas une chambre, mais un lieu d'expérimentation. Plus tard, Rivera retrouva Hank, un ancien technicien. En lui montrant une photo prise dans une des cachettes de la maison, Hank reconnut immédiatement la chambre 9. Il avoua avoir gardé une photo retrouvée sous un évier. Elle montrait une fillette avec une poupée sans visage, fixant un miroir. Derrière, une note. « K apprend vite, on réessaiera si elle échoue. » Teresa n'était pas la première. Elle avait remplacé une autre. Au laboratoire, l'analyse des cassettes VHS trouvées dans le mur continua. Une vidéo montrait une femme enchaînée, forcée de sourire à la caméra. La voix de Kell chuchotait « Dis que tu es heureuse ».
La date, 19 août 1997, 2 jours après la disparition de Teresa. Julia revint dans sa salle de bain dévastée. Il n'y avait plus de murs, juste des poutres, un miroir fissuré et gravé dans un coin du verre, toujours là. Elle crut entendre une respiration venant de l'intérieur du conduit. Le 10 mai, ils découvrirent un plan dissimulé dans un mur. Ce n'était pas un schéma de rénovation, c'était une carte de contrôle. Chaque annotation révélait une fonction. PR pour Princess Room, MV pour Mirror View et FE pour le tunnel d'alimentation. Même un dessin d'un corps allongé, entouré de murs, accompagné d'un mot, acceptation. Un ingénieur en structure confirma, ces aménagements étaient d'origine. Rien n'était improvisé. Tout avait été pensé, chaque conduit élargi, chaque mur renforcé. La maison n'était pas une cachette, c'était une machine. Je n'ai jamais vu une chose pareille en dehors d'installations militaires, déclara l'ingénieur. Ce n'est pas seulement dissimulé, c'est conçu pour le silence. Une forteresse insonorisée. La découverte suivante fut faite sous les lames de parquet de la chambre d'amis. Un coffre métallique rouillé y était enfoui. À l'intérieur, 3 cassettes VHS sans étiquette, un vieux livre pour enfants. Bonne nuit, princesse, un dessin au crayon représentant une fillette dans une boîte intitulée Moi, et un ruban rose taché de sang. La première cassette montrait la maison en construction. Gregory Kell, un clipboard à la main, donnait des instructions. La seconde était plus troublante. Une fillette de 5 ou 6 ans, assise sur le même matelas que celui utilisé plus tard pour Teresa. Les murs roses, le miroir, tout était identique. Derrière la caméra, une voix murmurait « Dis ton nom, dis que tu appartiens à cette maison ». La fille, les yeux fixés sur le miroir, soufflait « Je suis Katie ». Rivera se figea. « Katie ?» Le nom figurait aussi derrière une photo trouvée au motel. Les analyses ADN confirmèrent qu'il s'agissait de Kathleen Lane, disparue en 1996 à Chesapeake. Elle avait été la première. Teresa, la seconde. Julia retourna à la maison avec Rivera. Dans la salle de bain des invités, ils découvrirent un conduit dissimulé derrière l'armoire à pharmacie. Un vide où étaient jetés les objets usagés. Parmi les déchets, une photo Polaroid intacte. Teresa, main sur le miroir, yeux ouverts. Derrière, en rouge. Elle résiste encore. Un remplacement est peut-être nécessaire. Au QG, Rivera retraça la chronologie. Katie, enlevée en 1996. Teresa, disparue en 1997. La maison vendue 2 ans plus tard, laissée vide jusqu'en 2023. Mais les restes retrouvés n'étaient moins que des os. Pas de corps. On n'a jamais retrouvé Teresa, murmura-t-il. Seulement Katie. Julia bouleversée. Alors où est-elle? La recherche reprit. Grâce à l'imagerie thermique, ils trouvèrent un tube scellé dans le sol. À l'intérieur, une cassette VHS intitulée TL Final. Le 11 mai 2024, toute l'équipe visionna l'enregistrement. L'image s'ouvrit sur un miroir brisé, puis laissa apparaître Kell, amaigri, les traits tirés. « Vous voulez des réponses? Les voilà !» Puis Teresa, prostrée, le regard vide. Elle ne demande plus rien. Elle écoute. Mais elle n'est pas prête. Kell, devant la caméra, se taillait la paume. Si personne ne vous voit, peut-être que vous n'existez plus. Le dernier segment montrait Teresa, toujours vivante, chuchotant à peine. « Je ne suis plus moi ». Puis un silence. Julia détourna les yeux, bouleversée. Elle a survécu plus longtemps qu'on le pensait. Rivera hocha la tête. Des semaines, peut-être des mois, jusqu'à ce qu'il la tue ou qu'elle s'échappe. Julia murmura, ou que quelqu'un l'ait aidé. Daniel. Mais aucun corps, aucune trace de Daniel. Kell non plus n'avait jamais été retrouvé. Une dernière découverte les glaça. Dans un mur, ils trouvèrent un bocal en verre contenant un mot griffonné à la hâte. « Si quelqu'un trouve ceci, je m'appelle Teresa Langden. J'ai 33 ans. Je suis venue ici avec mon mari Daniel. Il a disparu. Je ne sais pas si je suis vivante. Je ne sais pas si c'est réel. Mais je suis encore ici. S'il vous plaît, ne m'oubliez pas. » Pas de date. Elle pouvait l'avoir écrit 1 semaine après sa disparition ou 1 an plus tard. L'analyse confirma que l'encre portait ses traces ADN, mais l'empreinte sur le papier était celle de Kell. Il avait lu ce mot et l'avait caché. L'enquête s'élargit à l'international.
Le dossier n'était plus classé. Ce soir-là, Julia roula jusqu'aux dunes. Elle observe la maison, désormais scellée, balisée. Une maison construite pour enfermer, contrôler et faire taire. Et derrière ces murs, une femme avait attendu qu'on l'entende. Quelque part dans cette maison, Teresa avait passé ses derniers jours, où elle s'était échappée, ou bien elle s'était fondue dans un système qui ne la reconnaîtrait plus jamais. Julia ferma les yeux et murmura dans l'obscurité. « Où es-tu allé ?» Et dans le vent, les vagues, le sable, il lui sembla qu'une réponse lui parvenait. 13 mai 2024. Chesapeake, Virginie, Kill Devil Hills, Caroline du Nord. Ce n'était pas Teresa. La fillette sur la bande vidéo retrouvée dans une benne derrière l'ancien motel Blue Bucket n'était pas elle. Petite, les cheveux sombres, 7 ans peut-être. Trop raide, trop silencieuse. Dès la première image, Julia sut. L'analyse du FBI confirma. Il s'agissait de Katie Lane, première victime connue. Ce qui glaça Julia, ce fut la voix. Pas celle de Kell, celle de Daniel Langdon. « Dis la comptine, Cathy. » Silence. « Cathy, dis-la. » Et la fillette chuchota. « Si je suis sage, je verrai la lumière. Si je suis mauvaise, ce sera la nuit sans fin. » Julia, bouleversée, comprit. Daniel ne regardait pas seulement. Il participait. De retour devant le mur de preuves, une certitude émergeait. Kell n'agissait pas seul. Sur plusieurs enregistrements, 2 voix, 2 présences. Des empreintes ADN dans les conduits d'aération appartenaient à 2 hommes. Kell et un parent proche de Daniel Langdon. Ils exhumèrent le jardin des parents de Daniel. Sous un cabanon, enterré sous du ciment, les chiens détectèrent une odeur. Une boîte à outils rouillée, un VHS étiqueté Training DL, une boucle d'oreille, une confession. J'ai dit non au début, mais elle n'écoutait pas. Il disait qu'on pouvait l'aider, qu'on construisait un foyer. Je n'ai pas cru qu'elle finirait par se taire. Et puis elle s'est tue. Signé Daniel Langdon. Julia ne pleura pas. Elle regarda la maison. Elle paraissait plus petite, comme un tombeau. Ce n'était pas seulement qu'elle, c'était eux deux. L'un construisait les pièces, l'autre le mensonge. À 16h11, un signalement arriva. Un vieil homme sans identité, décédé dans une maison de retraite de Virginia Beach. Dans ses affaires, des dessins de chambre rose avec une bouche d'aération, sans fenêtre, tous signés « TL attend toujours ». Dans son placard, une vieille poupée en tissu, identique à celle de Katie. Dans sa poche, je l'ai regardée dormir pendant des années, mais je n'ai jamais cessé de l'entendre crier. Katie fut enterrée près de son ancienne école. Julia lut l'éloge. Rivera observait la foule. Toujours aucune trace de Teresa. Pas de corps, pas de signalement. Mais Julia y croyait. Elle savait que Teresa avait survécu, qu'elle avait fui, qu'un tiers l'avait aidée. Quelqu'un qui connaissait la maison. Quelqu'un qui avait laissé un dernier message derrière un miroir. Elle n'est pas partie, elle s'est échappée. Et elle ne reviendra pas. 14 mai 2024. Kill Devil Hills. Ils trouvèrent une porte, pas celle de l'entrée, une autre dissimulée derrière le chauffe-eau. Elle menait à un tunnel de 8 mètres avec une trappe clouée de l'intérieur. Près de celle-ci, une paire de chaussures roses usées. Sur le mur, des griffures d'enfants. Sous celle-ci, un mot, dehors. Derrière la trappe, une minuscule pièce. Un matelas, une lampe cassée, un miroir en plastique, une corde et des feuilles de journal. L'une disait « Il croit que j'ai oublié mon nom. Il m'appelle autrement. Mais je l'écris ici, Teresa. Je compte les jours. Je pense que ça fait 200. Il oublie de verrouiller. Un jour, je partirai. Et je ne reviendrai pas. » Julia regarda Rivera. Elle s'est échappée. Il hocha la tête. Et elle ne s'est jamais retournée. Il n'y avait aucun document à son nom. Pas de traces. Pas de décès. Julia croyait désormais que la fille qui s'était échappée s'était effacée. 2 jours plus tard, une infirmière d'un refuge en Virginie occidentale évoqua un cas non traité de 2003. Une femme d'une trentaine d'années, sans papier, prénom déclaré, Tess Rainer. Elle n'avait répondu à aucune question, était restée 3 nuits, puis avait disparu. Sur la fiche, l'infirmière avait noté « Répète sans cesse une comptine. Si je suis sage, je verrai la lumière. » Julia lut la note, assise sur son lit de motel. « Elle a vécu des années. » Rivera répondit depuis la porte.
Si elle est là dehors, c'est qu'elle ne veut pas être retrouvée. Julia. Peut-être, mais peut-être que quelqu'un d'autre, encore enfermé, entendra son histoire et saura qu'il peut partir lui aussi. Le dossier Gregory Kell resta ouvert à titre posthume. Les cendres de Daniel Langdon furent détruites sans réclamation familiale. Quant à la maison, elle fut brûlée. Un acte de justice, de libération. Julia assista à l'incendie, visage éclairé par les flammes. La chambre rose, les bouches d'aération, la porte cachée, disparue. Plus tard, elle revint sur la plage. Elle apporta un ruban rose, taché de sang, le laissa aller dans les vagues, et murmura « Tu es libre ». 4 juin 2024. Lieu inconnu. « Votre nom » demanda la réceptionniste. Elle hésita, puis répondit « Tess Rainier, chambre 6, petite, silencieuse, mais propre. Pas d'odeur, pas de miroir, pas de bouche d'aération. » Elle sortit un carnet, écrivit « Ils pensent, Marc, que je suis morte. Ils ont brûlé la maison, mais ils n'ont pas compris ce que c'était vraiment. Pas un lieu d'horreur, un lieu où j'ai appris ce que je devais devenir. » Elle n'a pas utilisé son vrai nom depuis des années, l'a enterré, comme elle a enterré Kell, non pas dans un cercueil, mais dans le silence, dans l'oubli. Elle voit son visage parfois, dans les reflets, dans les ombres, mais ce n'est plus sa voix. Elle a repris la sienne. Elle voyage, ne reste jamais, mais elle laisse des choses, des notes, des numéros, des dessins. Toujours les mêmes. Une fille aux longs cheveux dans une chambre rose, fixant un miroir. En dessous, parfois, tu n'es pas seule. Un jour, une autre fille trouve l'un de ses dessins. Elle le reconnaît. C'est la pièce de ses cauchemars. Elle le garde en silence. Puis elle parle. Et tout recommence. Tess s'assied sur le lit de la chambre 6. Termine son journal. Déchire la page. La glisse sous le matelas. Peut-être que quelqu'un la trouvera. Ou pas. Mais peu importe. Car Tess Rainier a une seule règle désormais. Elle laisse toujours la porte ouverte.